Bonjour et bienvenue. Alors à ce moment-là de la vidéo, vous regardez sûrement le replay. Donc je suis très content que vous ayez démarré cette rediffusion. Les commentaires que vous voyez à côté de la vidéo sont effectivement en différé. Et si vous commentez, je ne pourrai pas vous répondre parce que je suis déjà parti. Mais ceux qui nous rejoignent maintenant, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très content que vous soyez là. Aujourd'hui, le sujet, c'est un retour d'expérience qui nous sera partagé par Anne, qui est juste à côté de moi. Alors de ce côté-là, du coup, là. Et Cassandra de In-Situ est avec moi aujourd'hui aussi. Voilà. C'est la première fois que je fais ça, c'est rigolo. Et on va parler du coup de la RSE dans l'IT, dans le numérique, dans nos entreprises. Est-ce que c'est cool? Ok, très bien. C'était pour vous. Bah, c'est cool. C'est parti, je lance la vidéo de lancement et pendant ce temps-là, on fait la promo tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. N'hésitez pas à inviter tous vos amis à nous rejoindre pour ce live, ce webinaire, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude qu'on n'a pas l'occasion d'aborder tous les jours. Il faut en profiter maintenant pour poser toutes vos questions. C'est parti.
Alors, vu que vous êtes là, bah déjà, super chouette. Pendant que j'étais en train de faire des posts à droite à gauche, vous êtes déjà super nombreux dans le chat. Bonjour à tous, bonjour à vous. Anne et Cassandra, vous allez bien? Bonjour à tous, oui, très bien, merci Damien. Je suis en train de Hello, taper tous les très bonjours. bien. Alors, je vous pose une question maintenant qui va nous être utile après. D'accord, je vais la mettre dans le chat pour pouvoir la mettre à l'écran. Mais c'est vrai que je me suis perdu sur LinkedIn pendant que je faisais la promo. Ça arrive. Hop. C'est la question bonus. Il faut répondre à cette question. Hop. D'après vous, combien de kilos d'après vous, combien de kilos de matières premières ont été nécessaires à la production d'un ordinateur portable de 2 kilos. C'est bien correct pour toi, Anne? J'ai bien tout dit? Oui, oui, la question est bien posée. On attend les réponses. Voilà. Un ordinateur portable de 2 kilos. Je la garde à l'écran dans quelques minutes. On va y répondre dans la seconde partie parce que c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, on est là pour parler de RSE dans l'IT avec Anne. Donc Anne, on aura le temps de revenir en détail sur ton parcours. Mais ce qui nous amène à faire ce live aujourd'hui, c'est effectivement parce que tu as fait une mission avec Auchan récemment de chef de projet RSE IT. Est-ce que c'est cool? Oui, très Ok, bien. tout bien présent. Tout bien présenté. Je vais mettre les slides à l'écran. Tac. Ce sera plus mieux. Hop, ici. Voilà, on a le support. Je vais rebaisser ma question. N'hésitez pas à y répondre dans ce temps-là. Alors peut-être avant de démarrer, quelques éléments de contexte en fait. Effectivement, j'ai intégré Auchan pour une mission d'un peu plus d'1 an en tant que chef de projet RSE IT. Et ça s'est fait dans un contexte de RSE d'Auchan qui était initié depuis un moment au niveau de la direction RSE, mais qui couvrait essentiellement des sujets liés au magasin et aux produits, donc plutôt cœur d'activité d'Auchan. Et il se trouve que la direction digitale, la DSI d'Auchan, souhaitait également contribuer à ces grands enjeux qui avaient été posés par la direction RSE et pouvoir le mettre en œuvre également au niveau de sa propre direction. D'où le souhait d'intégrer un chef de projet numérique responsable pour décliner en fait une feuille de route spécifique sur les métiers. Alors c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Une direction RSE effectivement est amenée à donner les grandes directions, les grandes priorités pour l'entreprise, mais de plus en plus, chaque métier doit s'approprier ces grands objectifs et décliner des actions plus spécifiques par rapport à son métier. Donc, ça a été le cas pour moi au niveau de la DSI Auchan international. D'accord. Alors, du coup, on va y revenir après dans le détail. Tac. Dans le chat, je vois que vous avez participé déjà au jeu, donc c'est très cool. Et bonjour aux dernières personnes qui nous ont rejoints. On va tout de suite donner la parole à Cassandra, comme ça on va pouvoir la libérer et rentrer dans le vif du sujet. Je suis également hyper impatient de te poser plein de questions, Anne. Cassandra, c'est à toi. Du coup, déjà, merci Anne d'intervenir. Donc, Anne qui est portée par In-Situ, c'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Pour rappel, In-Situ, on fait matcher les compétences des freelances avec nos clients gros comptes. On a également la capacité de porter, d'avoir des contrats en tant que salarié porté. Et on a un outil qui s'appelle WeDesk qui permet à nos freelances d'intégrer en fait la plateforme, leur CV et d'avoir des contacts plus simples avec nous en interne. C'est une plateforme qui est accessible uniquement par cooptation. Et d'ailleurs, vous pouvez coopter des gens quand vous en faites partie. C'est super cool. Vous êtes présent dans quelle ville de France? Alors, on est à Lille, Lyon, Nantes, Valence et on a aussi des missions à Bruxelles. Bruxelles, la capitale et de... Nantes. Oh, Ah, déjà. pardon, je sens que je vais me faire attaquer par mon collègue. Excuse-moi, Jules, on est à Nantes aussi. Alors du coup, les consultants, les consultantes et surtout les BizDev de In-Situ IT, est-ce que vous pouvez vous manifester dans le chat en indiquant bien sûr quelle est votre ville de référence pour qu'on puisse vous contacter. L'idée, c'est bien sûr que si vous voulez rejoindre WeDesk pour avoir accès aux missions, pour voir les missions qui sont en cours, vous pouvez aussi contacter un des BizDev susnommés qui va s'indiquer dans le chat. Voilà, Jules indique le Nantes. Jules, est-ce que tu seras au Web Today cette année? Nous, on te verra. Est-ce qu'on va te voir sous les nefs à cette occasion? Voilà,
Voilà, indiquez-vous donc, indiquez dans quelle ville vous êtes, comme ça on peut vous contacter pour voir les missions qui sont disponibles en ce moment sur Widesk ou pas d'ailleurs, parce qu'on sait que les BizDev de In-Situ sont toujours à l'avant-garde sur les besoins. Est-ce que c'est cool? Très bien, ils sont chauds. C'était une bonne idée de leur demander de donner leur ville. Je trouve que c'est bien. Alors Abdelhamid nous propose... C'est une bonne idée d'en oublier un au passage, en fait. Oui, mais en fait, d'habitude, on le met sur la slide. Je sais pas pourquoi cette année, on a oublié de le mettre sur la slide. Et on en a parlé. Voilà, Jules sera Web Today. Très bien, Jules. Et ben voilà. Et demain, on va à Nantes la semaine prochaine, Jules, mais on ne te verra pas, je pense. Parce qu'on sera caché. Alors, c'est parti. Anne, t'as pas... le RSE, c'est un sujet qui est nouveau, j'ai envie de dire. T'as pas fait du RSE, du RSE dans l'IT toute ta vie? Alors effectivement, le sujet absolu n'est pas nouveau, il est plus récent pour moi, ça fait 3 ans maintenant. Je travaillais auparavant en tant que salarié, plutôt sur des fonctions marketing, et j'ai opéré une reconversion professionnelle, ou tout au moins une évolution vers la RSE il y a maintenant 3 ans. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai également changé de statut pour être consultante et accompagner les entreprises dans cette démarche, soit des petites entreprises dans une démarche globale RSE pour les aider à structurer les actions et apporter aussi de la compétence sur la démarche, ou alors sur des sujets plus spécifiques comme l'IT, mais également sur le numérique responsable, le marketing responsable durable, puisque j'ai exercé dans le marketing pendant près de 30 ans. Alors la question me vient spontanément. Tu me dis si c'est ok. T'es passé freelance en même temps que t'as changé de métier? Oui, voilà, tout à fait. L'opportunité s'est présentée comme ça avec In-Situ. Alors pour revenir dans un groupe que je connaissais, Auchan, et je pense que ça a été salvateur d'ailleurs, puisque je connaissais bien l'écosystème et la complexité de cette grande entreprise, comme toutes les grandes entreprises, et ça a effectivement aidé dans la mission, puisqu'un rôle de chef de projet, il n'y a pas de management direct, on doit solliciter énormément de personnes dans différentes directions, alors au sein de la direction digitale, mais également dans d'autres directions. Donc, c'est bien de comprendre, de connaître un peu l'organisation pour accéder plus vite aux personnes et les mobiliser également plus facilement. Est-ce que tu penses que... parce que quand tu es en interne, en fait, faire mener un projet de changement comme celui-ci, tu as forcément des biais qui sont les différents sponsors et en tout cas, les interlocuteurs avec lesquels tu échanges, ils les considèrent. Tu penses que quand on est en externe, on est plus facilement un agent de changement dans l'entreprise? Oui, je pense, parce qu'on arrive avec déjà un regard extérieur. On a moins connaissance de ces enjeux effectivement politiques. On peut se permettre de dire les choses, certes avec les formes, mais de souligner des choses ou des incompréhensions, autrement dit, de poser les bonnes questions, même les questions qui dérangent, voilà, n'étant pas censé connaître les problématiques internes, même si j'en avais un tout petit peu connaissance, ayant pas mal œuvré pour Auchan, mais c'était Auchan France. Mais c'est vrai que c'est un atout que d'être externe. Et puis moins de temps aussi en réunion interne et plus de temps à passer sur le cœur de la mission. Bon, ça, c'est aussi un avantage que d'être en mission et en consultant. Dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. On va rester en direct encore une grosse vingtaine de minutes, voire plus si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser dès maintenant, comme ça on peut les prendre dans l'ordre sur le sujet. Le RSE est venu, du coup, l'idée de partir sur une mission en RSE, c'est venu du coup après. Tu t'es pas mis en free pour faire du RSE? Non, les deux sont arrivés conjointement. D'accord. Voilà, c'est une manière aussi de travailler différemment, découvrir d'autres choses, et c'est extrêmement intéressant. Ok. Alors peut-être on peut rentrer du coup dans le vif vas-y. du sujet, hein. Donc la RSE au sein de l'IT, ça veut dire quoi? Alors voilà, je refais pas je rappelle vite fait les 3 piliers de la RSE que sont People, Planet et Profit. Alors appliqué à l'IT, on va s'intéresser à des problématiques d'éthique, notamment je fais référence à la gestion et l'utilisation des données personnelles, hein, avec le RGPD en termes de guide. Au niveau de la santé, eh bien, là, il va y avoir des problématiques d'infobésité, d'addiction également. Donc, voilà, toute la vigilance qu'on doit avoir par rapport à l'utilisation. Il y a autant de connexions sur des outils numériques. Il y a également des problématiques d'inclusion à traiter.
Mhm. Inclusion des personnes éloignées du numérique, que ce soit des sujets, enfin des personnes âgées ou des personnes habitant dans des territoires qui sont moins bien couverts. Donc ça, Mhm. c'est également à prendre en compte. Et dernier sujet, c'est l'accessibilité numérique. Cette fois, pour les personnes en situation de handicap et notamment les malvoyants, eh bien, on doit s'attacher à rendre accessibles à la fois les sites web, mais également les applications internes pour qu'elles puissent être accessibles par voilà, les personnes malvoyantes. Si on s'intéresse maintenant Mhm. au sujet économique, hein, profit, eh bien là, c'est important de dire que l'IT peut également contribuer à, euh, à améliorer finalement le fonctionnement de l'entreprise, hein, au travers de la data, au travers de la mise en place de différents tableaux de bord. Ça permet de mieux piloter l'impact carbone, par exemple, et de mieux, du coup, mettre en œuvre un plan d'action. Il y a également une posture de l'entreprise à tenir aussi par rapport à ces sujets-là. On va parler de sobriété numérique. Alors, il s'agit d'utiliser à bon escient en fait les différents outils, de faire en sorte de communiquer sur des bonnes pratiques. Hein. C'est éteindre son PC lorsque on le quitte un moment, ou à défaut le mettre en veille. C'est également mieux gérer le stockage de ces données et de Mhm. mettre un certain nombre de règles pour nettoyer plus facilement son stockage de données. Donc autant de sujets voilà, que l'entreprise doit porter et elle doit communiquer pour sensibiliser les différents collaborateurs sur les usages. Et enfin, sur le dernier volet, le volet environnemental, eh bien là, on va parler vraiment de Green IT. Et donc, le sujet vise à réduire l'impact environnemental de nos équipements, mais également de nos usages, au sens large, j'y reviendrai après. Il va y avoir également des sujets d'éco-sélection. Alors, éco-sélection de nos fournisseurs, d'une part, par rapport à leur propre politique RSE, mais également très important de parler d'éco-sélection de produits. Et là, quels sont les labels, quels sont les indices de durabilité, de réparabilité des différents équipements que l'on achète, et de faire en sorte d'appliquer ces critères RSE au niveau des équipes achats IT. On va parler également d'éco-conception. Cette fois, c'est plutôt pour la conception des différents outils en interne et d'avoir une conception juste au plus proche du besoin et non pas une conception démesurée avec des taux d'utilisation qui seraient très loin de ce qui a été développé. Et sujet également très important, c'est la durée de vie des équipements et le renouvellement des équipements. Évidemment, plus on garde longtemps un équipement et plus on limitera son impact carbone. Et ça fait référence du coup à la question qui a été posée au début, mais on continue d'attendre les réponses. Alors du coup, justement, parce que là, je prends conscience déjà que le Green IT, c'est qu'une fraction ou un sous-domaine de la RSE dans le numérique. L'impact carbone, c'est aussi quelque chose qui est même pas majoritaire, j'imagine, dans la Oui, RSE. alors tout dépend évidemment de l'activité de l'entreprise. Hein. Pour une Ouais. ESN, ça va être majoritaire. C'est certes que il est sûr que pour Auchan, le gros impact carbone est plutôt situé au niveau des produits et des magasins, mais surtout des produits. Pour autant, chaque personne dans l'entreprise, chaque direction doit prendre sa part et ses responsabilités, et chacun peut œuvrer. Alors, les valeurs relatives, effectivement, peuvent nous donner des taux assez bas au niveau de l'impact du Mhm. numérique. Pour autant, en valeur absolue, c'est tout de suite conséquent. Et pour le coup, le numérique est accessible par quasi la totalité, est utilisé plutôt par la quasi-totalité des collaborateurs. Donc, chacun peut limiter son impact en en ayant un usage raisonné de ces outils. C'est Alors après, aussi il y a bien intéressant sûr des missions, excuse-moi Damien, mais Ouais. des missions spécifiques à l'IT. Hein, ça va être la gestion des données au travers des data centers ou des clouds. Évidemment, ça peut être un sujet. Ça va être également bon, les achats de hardware, on en a parlé, mais également Ouais. le choix des différents logiciels et leur consommation qui peut être également optimisée au niveau des usages. Donc après, l'informatique, la DSI peut également avoir des sujets spécifiques euh, sur ce point-là. Quand tu dis, il y a effectivement, en fait, j'ai l'impression que ça ressemble au fait de considérer les externalités que peut avoir l'activité. Et effectivement, il y a effectivement, ouais, c'est ça,
il y a un impact humain au-delà de l'impact environnemental qu'il faut considérer. Mais j'arrive un peu moins à comprendre la partie profit sur le diagramme, c'est peut-être un peu moins concret. Il y a une idée qu'une politique RSE, ça pérennise l'entreprise et c'est plus sécuritaire Ça ne pour ses s'oppose pas, salariés. effectivement. L'aspect économique est un des 3 piliers majeurs de la RSE. Et l'IT, la révolution numérique est un vrai sujet. Je veux dire, c'est au cœur maintenant de toutes les activités. Mais l'IT peut générer également des impacts positifs au travers de l'IT for Green. Donc, c'est toutes les solutions informatiques que l'on va mettre en place pour permettre d'améliorer, d'optimiser l'activité de l'entreprise. Et sur le sujet notamment environnemental, il y a tout le sujet des reporting RSE, de traçabilité des produits par exemple, de calcul et de suivi de l'empreinte carbone de telle et telle direction, ou de tel et tel produit, ou de tel et tel service, et sans mesure, pas de progrès. Et donc l'IT est vraiment au cœur du coup de ce dispositif. Je ne sais pas si je suis plus claire. Ouais, si je comprends l'idée. Finalement, tu as raison, c'est la renouvelabilité. En fait, c'est ça la notion de développement durable. Ça rend aussi le business durable. Et donc, Oui, tout à fait. cette renouvelabilité, cette durabilité, c'est sûr qu'elle a une répercussion dans le bilan comptable, dans la valorisation de l'entreprise, et dans sa façon de considérer ses profits. Et Oui. ouais, c'est ça c'est ça le sujet, quoi. On va passer du coup, on va reparler de l'impact carbone dans une minute. Je relance la question pour les derniers qui voudraient participer aux réponses. Alors pour l'instant, dans les réponses à cette question, Anne, on a eu 200 kilos ici. On a eu Romuald qui nous a proposé au moins la moitié. Nicolas qui demande si c'est des kilos de plumes ou des kilos de plomb, bien sûr. C'est des kilos tout court. Voilà, et on a 2 fois 1 tonne qui ont été proposées. Donc Ok, bon, c'est intéressant. On voit qu'il y a des écarts. Il y a des écarts. Passer du coup à la slide d'après. La réponse à cette question, c'est le sac à dos écologique. Je te laisse expliquer la réponse. Oui, alors effectivement, on peut démarrer par ce sac à dos écologique en bas. Donc, c'est près de 800 kilos de ressources qui sont nécessaires à la fabrication d'un ordinateur de 2 kilos. Donc, vous voyez le ratio 2 kilos, 800 kilos. Moi, ça a été un choc lorsque j'ai pris conscience de ce point-là. Et donc, on va parler d'une part de l'extraction des énergies fossiles nécessaires à la fabrication, mais pas que, également les différents minéraux. Et là, j'ai plus le nombre en tête, mais c'est un nombre de minéraux qui est très, très important, différents, y compris les terres rares. Mais également, on parle également de produits chimiques, de méthane. Donc ça constitue le gros du sac à dos écologique. Et en plus de cela, il y a également le recours à plusieurs tonnes d'eau pour nettoyer, refroidir, etc. Enfin, pour la fabrication de cet ordinateur. Donc, ayez-le en tête. Et c'est vrai que je pense que vous prendrez d'autant plus soin demain de vos ordinateurs ayant conscience de ça. Donc, il en va de effectivement prendre soin, réparer si possible, et puis conserver le plus longtemps possible son ordinateur. Ça vaut aussi pour les téléphones, bien sûr. C'est vrai que du coup, moi j'ai fait plusieurs simulations pour calculer mon empreinte personnelle il y a déjà quelques années. Et c'est vrai qu'il y a un moment où c'est étonnant. C'est-à-dire que quand on a supprimé la voiture de son quotidien, quand on a supprimé, on a une alimentation, une façon d'acheter ces produits alimentaires plus responsables, en fait, mes 2 postes de consommation, et ils sont quasiment en valeur équivalente, c'est l'alcool et les produits électroniques, quoi. Et c'est... En fait, on se rend pas forcément compte que dans notre vie, finalement, les produits électroniques, ça représente quasiment 1 tonne de CO2 par an en empreinte, quoi. Oui, et puis il y a une tendance à la démultiplication des objets connectés, de temps d'utilisation. Donc l'usage, même si c'est une part moins importante, on le voit sur le graphique d'à côté, 15% de l'impact qui est lié à l'usage, mais les usages se démultiplient, le temps de connexion se démultiplie également. Ça, il y a un effet rebond aussi. Ouais. C'est-à-dire que vu que j'achète des produits de seconde main, j'ai tendance à en acheter quand même un peu plus. Oui, tout à fait. Si c'est moins cher, je réachète plus vite. Effectivement, il
y a cet effet rebond qui existe également. Et donc, s'il faut retenir quelque chose, donc ces 800 kilos, c'est bien de l'avoir en tête. La répartition de l'impact environnemental d'un équipement, donc c'est 80% en moyenne, donc qui est lié à sa fabrication, 15% pour l'utilisation et 5% pour la fin de vie. Alors, on peut se dire que ce n'est pas grand-chose, mais il y a quand même un vrai sujet du recyclage, évidemment, de son ordinateur, mais réparer avant de recycler. Et puis, on peut se poser également la question du reconditionné. Alors là, on est en économie circulaire, mais acheter du reconditionné ou céder son ordinateur pour le faire reconditionner pour un autre usage pour d'autres personnes. C'est vrai que déjà, moi, je suis content parce que l'électroménager, par exemple, on peut le laisser chez Boulanger quand on va en acheter un nouveau maintenant. Oui, il y a une reprise, quand bien même il ne serait pas acheté effectivement dans l'enseigne. Et ça a tendance à se démultiplier pour favoriser finalement cet acte auprès des citoyens. Il faut quand même faciliter, puisque ce n'est pas dans les habitudes aujourd'hui, mais effectivement la reprise, a fortiori si c'est encombrant, et c'est le cas pour la machine à laver que tu évoques. C'est vrai que je l'ai fait pour la machine à laver, je l'ai fait pour le micro-ondes aussi, ouais. Mais alors qu'avant, effectivement, c'est le genre de matériel que les gens avaient tendance à laisser en encombrant ou à amener à la déchetterie. Alors qu'effectivement, un ordinateur qui est en fin de vie, il peut avoir une autre vie. On peut le réparer, on peut le donner à une association, etc. On peut faire plein de choses, quoi. Oui, tout à fait. Les associations, on a eu l'occasion de faire une opération avec Emmaüs Connect dans ce cadre-là pour... alors, l'ordinateur était peut-être un petit peu moins rapide, mais bon, dès lors qu'ils sont en état de fonctionnement et qu'ils ne correspondent plus tout à fait aux usages professionnels, ça peut être intéressant de donner à des associations pour des gens qui ont plus difficilement accès à ces différents devices, effectivement. Alors, peut-être quelques autres chiffres clés, les grands enjeux. Donc, on peut parler des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est près de 4% au niveau mondial qui sont générés par le numérique. Et à noter qu'à horizon 2050, l'Institut du numérique responsable projette à 3 fois plus. Donc, la croissance est exponentielle et c'est pour ça que ça devient un sujet extrêmement préoccupant. La part du numérique au niveau de l'électricité est également, elle est même très très importante, puisque c'est 10%. Là aussi, c'est un chiffre au niveau mondial. Et au niveau de l'eau, c'est 0,2%. Mais bon, là, en valeur absolue, c'est tout de suite beaucoup de litres. Donc voilà, c'est important d'avoir ces chiffres en tête pour mesurer l'impact. Le numérique, au final, dans la vie d'un Français, dans la vie sociale, dans la vie d'un Français, ça peut, quand on voit qu'il faut descendre en dessous de 3 tonnes, voire de descendre à 1 tonne dans l'empreinte, et que le numérique peut représenter jusqu'à 1 tonne dans la vie d'un Français aujourd'hui, on voit que du coup, c'est important. C'est vrai que dans une entreprise qui a une activité fortement logistique, c'est pas forcément le premier poste de dépense. La logique, c'est que tout le monde doit faire un effort pour que le projet de RSE il soit cohérent à l'ensemble des salariés. Oui, tout à fait. Je pense que chacun peut... C'est les petits fleuves qui vont faire les grandes rivières. Chacun peut agir sur la manière dont il achète à titre personnel. Il peut être également force de proposition au niveau de l'entreprise. Il y a un sujet qui émerge beaucoup, c'est le reconditionné. C'est un sujet que nous avons d'ailleurs travaillé avec Auchan. Voilà, le collaborateur peut être aussi demandeur d'accéder à du reconditionné plutôt qu'à du neuf. Ça peut être une bonne solution, quitte à accéder à une gamme supérieure. Et puis ne pas se dire je peux changer au bout de 2 ans parce que la garantie, parce que j'ai le droit de, se questionner personnellement quand bien même l'entreprise pourrait renouveler plus vite. En fait, dans les deux sens. Je me rends pas compte comment ça se passe dans les grosses entreprises. Est-ce que les machines, elles sont louées ? Est-ce que le bring your own device, c'est-à-dire que les collaborateurs et les collaboratrices travaillent avec leur propre matériel, c'est une pratique qui est très répandue. Alors, il y a des entreprises alors je pense que toutes les entreprises réfléchissent à ces différents sujets. Certaines sont plus avancées que d'autres. Nous, c'est un sujet que, pour le coup, pour Auchan, qui a été adressé et comparé et qui va être testé sous différentes formes versus le neuf. Alors, à noter que alors ça, c'est vrai sur le marché, mais généralement, les directions informatiques ont un taux de personnel externe qui est extrêmement important. Et par exemple, chez Auchan, les externes viennent avec leur ordinateur perso. Donc, le BIOD, du coup,
fonctionne bien et c'est tant mieux, mais c'est quelque chose qui pourrait être élargi aussi aux internes, alors avec des problématiques de sécurité qui sont importantes, donc qui doivent être regardées dans le détail évidemment, mais voilà, en tout cas, c'est ces pistes-là qui peuvent être une réponse. Cassandra demande comment on peut mieux ou plus sensibiliser les collaborateurs. Est-ce que tu penses que le matériel qu'on utilise au quotidien, c'est un bon point d'entrée en termes de sensibilisation? Oui, pas que. Alors, je pense qu'il faut bon, je veux dire, l'acquisition du matériel, finalement, on ne se pose pas la question évidemment tous les jours. Hein. C'est lorsque le renouvellement s'opère ou lorsqu'on intègre l'entreprise que la question se pose. Après, ça vaut le coup de donner les bonnes pratiques d'utilisation aux différents collaborateurs. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais éteindre son PC ou le mettre en veille, hein, on gagne jusqu'à 40% d'économie d'énergie. C'est l'utilisation du Wi-Fi plutôt que de la 4G, par exemple. C'est également le stockage dans le drive plutôt que de stocker sur son ordinateur directement. Donc, il y a comme ça des bonnes pratiques qui sont évidentes pour certains, qui le sont moins pour d'autres, qu'il faut vulgariser. Donc, nous avons par exemple à Auchan opéré une campagne de communication sur le sujet, alors de l'affichage dans toutes les salles de réunion, sur une dizaine de bonnes pratiques, mais également des informations dans les newsletters internes, qu'on renouvelle régulièrement pour faire adopter ces bonnes pratiques. C'est intéressant ce que tu dis sur le Wi-Fi et la 4G, parce que l'effet rebond, il peut être intégré, il peut être implémenté dans l'informatique. C'est-à-dire que par exemple, le système d'exploitation de ton smartphone, quand tu es en Wi-Fi, il se dit que la donnée est moins chère et donc il est plus gourmand en fait. C'est-à-dire qu'à donnée équivalente, effectivement, la 4G ça coûte plus cher, mais en pratique, ton téléphone, quand il est en Wi-Fi, il a tendance à utiliser la donnée comme si c'était gratuit en fait. Et en plus, le concept que les développeurs, les informaticiens qui conçoivent le système se sont dit, c'est que si tu es en Wi-Fi, c'est que tu es chez toi et donc tu peux le recharger, tu n'as pas de problème de batterie. Et donc, du coup, quand tu es en 4G, ton téléphone, il se comporte comme si tu n'avais pas de capacité à le recharger bientôt. Et tu vois, du coup, le fait d'avoir des chargeurs sans fil dans les voitures, etc., qui font qu'on peut charger son téléphone tout le temps, tout ça, ça fait que au final, nos téléphones consomment plus de données. Et c'est pas forcément si efficace que ça de passer sur le Wi-Fi. Après, pas forcément si tu es sur ton ordinateur et tu utilises le partage de connexion en 4G, ça c'est nul quoi. Ouais, ça c'est pas à recommander. mais du coup, est-ce que dans les questions que vous posez dans la mise en œuvre dans la mise en œuvre, donc tu dis le fait que les collaborateurs ils demandent à faire du conditionné, ça aide à mettre en place la politique d'achat dans l'entreprise? Oui, alors ça, c'est vrai globalement sur les sujets RSE. Hein. Aujourd'hui, il y a pas mal de boîtes où les collaborateurs forment des collectifs et puis se questionnent ou questionnent du coup la direction pour faire avancer les sujets. Et donc, c'est plutôt bon, c'est plus que du descendant. D'ailleurs, on a également mis en place un club des ambassadeurs RSE au sein de la direction digitale. Donc, il y avait une petite vingtaine de personnes. Et l'idée, c'est que ces personnes-là recensent finalement les attentes, les questionnements au niveau de chacun des services et que l'on puisse remonter et puis après, être porte-de-parole auprès de la direction IT, voire la direction générale pour faire questionner l'entreprise et ça permet également d'avancer. Donc ça, c'est un phénomène important à prendre en compte. Est-ce que dans la location, il y a un effet rebond aussi? Les collaborateurs, ils prennent moins soin du matériel quand il est loué que quand il est acheté? Alors ça, j'ai pas d'éléments là-dessus. Pour le coup, la location, c'est pas quelque chose qui façon, est... je suis pas sûr qu'il y ait des études qui le démontrent. Mais la question, c'est plus, est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme une éventualité dans la politique d'achat, quoi? Oui, c'est bon. On n'avait pas creusé ce point, mais je pense que c'est du bon sens que de le dire. Bon, même si c'est de moins en moins vrai, je pense que les gens ont plus de conscience et donc font plus attention globalement. Mais je sais pas. En fait, je me demande dans quel. En fait, j'ai l'impression que la location, c'est plus pour les petites et moyennes entreprises, quoi. C'est genre une entreprise qui fait entre 15 et 100 salariés, la location, c'est pertinent. Mais c'est vrai que dans une entreprise comme Auchan, elle a une DSI, il y a des informaticiens, ils ont les moyens de gérer une flotte de matériel, quoi. oui, probablement, oui. Alors que quand tu loues, J'ai pas tu d'éléments externalises précis la là-dessus. partie maintenance, tu externalises la maintenance, en fait.
C'est quoi le contexte réglementaire du coup? Est-ce que le contexte réglementaire il pousse vraiment les entreprises à agir dans l'intérêt de tous quoi? Alors malheureusement oui, hein, la loi la loi fait accélérer les choses, hein, on en entend parler tous les jours, sur ce sujet-là et sur d'autres d'ailleurs. Donc il y a différentes, donc sur le domaine, IT, il y a Ouais, différents, règlements. Donc on peut parler de la loi REEN, hein, qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique, qui date elle de 2021, qui porte les questions de la sensibilisation et de la prise de conscience en fait des enjeux liés à l'impact du numérique. Il y a aussi un axe sur la limitation du renouvellement, enfin autant de sujets qu'on a évoqués, favoriser des usages également plus responsables. Donc voilà, cette loi s'impose aux entreprises et les entreprises du coup doivent intégrer ça dans leur politique. Il y avait précédemment, en 2020, également la loi AGEC, cette fois pour la loi donc mhm, anti-gaspillage et économie circulaire, qui, elle, posait la problématique de l'obsolescence programmée. Par exemple, c'est aussi un sujet dont on entend pas mal parler aussi en IT, avec ouais. la performance de l'ordinateur par rapport aux nouvelles versions d'un certain nombre de logiciels ou d'applications. Et voilà, et tout le monde n'est pas aligné là-dessus. Et quelquefois, ça favorise aussi le renouvellement plus rapide que ce qui pourrait être s'il y avait un meilleur alignement. Voilà. Et dans un autre registre, il y a également la loi de 2016, le référentiel général, enfin un référentiel plutôt, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Donc 2016 qui s'impose, donc qui concerne les établissements publics, et un peu plus tard 2019 pour les entreprises privées, les grosses entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Et donc ce référentiel, donc c'est un référentiel de bonne pratique à appliquer au niveau des sites web, mais également des applications développées par l'entreprise ou par les prestataires pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap et notamment aux malvoyants. C'est un sujet assez lourd Ouais. qui nécessite généralement un audit des applications existantes pour voir le reste à faire pour que l'application puisse Mhm. obtenir une note d'accessibilité suffisante pour que les personnes malvoyantes puissent les utiliser. Et ce qui est important aussi, c'est de travailler évidemment en amont, d'intégrer ça au démarrage d'un développement ou de le mettre dans un cahier des charges à partir du moment où on a recours à une solution externe. Euh, voilà, donc ça, c'est un sujet qui demande beaucoup de temps, qui demande de l'expertise aussi. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un en interne qui puisse piloter ce sujet-là et faire le tour de toutes les applications, avec bien sûr des priorisations peut-être en fonction du nombre d'utilisateurs ou du profil des utilisateurs pour voilà, rendre accessible. Je voudrais poser une question aux gens qui nous regardent. Là, il y a plusieurs dizaines de personnes qui nous regardent en ce moment. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Est-ce que vous êtes venu aujourd'hui parce que c'est une démarche personnelle, le RSE numérique vous intéresse? Est-ce que c'est parce que ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment le mettre en application dans votre entreprise? C'est plus... ou est-ce que parce que vous êtes un professionnel du sujet et ça vous intéressait d'avoir l'avis d'un autre expert, par exemple, d'une autre experte en l'occurrence? Dites-moi dans le chat ce qui vous intéresse, que je puisse orienter les questions pour vous. Hein. C'est important, on fait ce live pour vous, c'est en direct. Indiquez-moi ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est cool, Anne? Oui, c'est bon. On passe le RGA. Moi, en tant que développeur, je me rappelle avoir implémenté effectivement l'accessibilité dans les applications pour les malvoyants. Et les outils sont de mieux en mieux. Hein. En vrai, en tant que développeur, on a des frameworks de plus en plus agréables pour le faire, on va dire. Ça nous économise du travail. Mais c'est vrai qu'il y a... en fait, je me pose la question de savoir si les jeunes à l'école aujourd'hui, on les forme tout de suite avec ce genre de notions en tête, et du coup, ils le font mieux que nous, ou et ça voudrait dire que nous, les anciens, on a appris à faire sans avant, et du coup, on a plus de mal à s'adapter. J'ai pas la réponse, mais j'ose espérer que Ouais. oui, au niveau des formations informatiques, oui. J'espère que les jeunes seront meilleurs que nous. J'ai Ouais. toujours cet espoir-là. Mm. Enfin, je parle déjà comme un vieux. C'est quoi les grands chantiers, effectivement? Donc, quand on met en place cette démarche RSE dans l'entreprise, c'est quoi les grands chantiers à mener
Alors, généralement, l'entreprise ne démarre pas de zéro, mais elle fait des choses sans les nommer, numérique responsable. Voilà, donc c'est important dans un premier temps de faire un état de lieu de ce qui est fait, de valoriser les initiatives numériques responsables qui peuvent exister. Ça, c'est un premier point. Et donc, après avoir recensé l'existant, c'est important très vite de démarrer un bilan carbone spécifique sur les activités IT de l'entreprise pour avoir un point de départ et pour identifier les grands enjeux pour pouvoir agir de manière plus efficace. Donc là, côté Auchan, nous avons fait le choix de sous-traiter cette partie bilan carbone à un cabinet expert, puisqu'il n'y avait pas forcément d'expertise ni de temps en interne pour faire ça. Mais il existe également des solutions open source. Je pense notamment à l'outil WINR qui a été développé par l'Institut du numérique responsable, qui est un outil Excel assez élaboré, assez détaillé et qui peut être pris en main par des équipes qui seraient à l'aise sur le sujet. Donc, soit ça peut se faire au démarrage, soit ça peut se faire dans un deuxième temps, en année 2 ou 3. Là, tu vois, il y a Philippe qui nous dit qu'effectivement, lui, il est là parce que le métier l'intéresse. L'Institut du numérique responsable, ça fait 2 fois que tu le cites. C'est des bonnes références et de la bonne documentation, tu penses, pour les Oui. Alors, j'ai adhéré dans le cadre d'un groupe de travail d'une part, mais j'ai surtout pas mal utilisé les ressources qu'ils mettent à disposition, notamment des MOOC. Ils ont un MOOC, alors ça va faire le lien avec le sujet suivant de sensibilisation, mais ils ont un MOOC en ligne d'une 30aine de minutes qui vise à vulgariser en fait le sujet et que j'ai utilisé dans le cadre de la sensibilisation pour une bonne partie de l'équipe direction digitale. C'était plus de 400 personnes. Il y a également un MOOC un peu plus long de 5 heures qui lui est certifiant et qui rentre un peu plus dans le détail de chacun des sujets. Donc, je recommande vivement, en tout cas pour un public IT. Là, il y a une question de Vincent Bernstein qui... Oui. Alors, moi, je ne vois pas ce qu'il veut dire par... On parle de Scope 3. Est-ce que ça te parle à toi ? Oui, c'est les externalités externes. Et donc là, la question, c'est à quel point peut-on avoir des informations claires pour les entreprises françaises sur les impacts à mon aval, à quel point on n'arrive pas à faire. Bon, alors effectivement, il y a pas mal de débats là-dessus, notamment sur les informations données par les fournisseurs de cloud. Bon, on fait avec ce qu'on a. Il y a des sujets qui sont discutés, qui sont challengés, en tout cas des éléments de mesure. Il y a parfois une certaine opacité sur certains sujets. On fait avec ce qu'on a et puis l'idée, c'est d'améliorer au fur et à mesure, de se tenir informé et surtout de garder un esprit critique par rapport aux données communiquées, surtout lorsqu'elles viennent des fournisseurs. Donc, ça, c'est une opacité... Cette opacité, tu n'es pas la première personne que j'interviewe sur le sujet qui la mentionne. En Green IT, on la mentionne souvent, c'est-à-dire que les fournisseurs de cloud disent que l'ensemble du carbone est compensé et donc ne donnent pas de chiffres effectivement sur les émissions de carbone des ressources informatiques qu'on consomme. C'est ça concrètement le sujet. Et la compensation, alors la compensation, c'est censé être le dernier recours. L'idée, c'est que chaque entreprise ou chaque citoyen d'ailleurs va faire en sorte de limiter son impact. Et après, sur la partie incompressible, effectivement, on peut imaginer faire de la compensation. Bon, et c'est là où effectivement, c'est parfois pas très détaillé, pas très clair. C'est un sujet. Bon, en tout cas, mesurer, quand bien même c'est pas parfait, ça reste une étape initiale importante. Sensibiliser sur les enjeux issus du bilan, c'est capital pour pouvoir prioriser les actions et mobiliser du coup les bonnes personnes sur ces actions à mener. Et puis communiquer également sur les bonnes pratiques. Donc là, sur un public plus large, bonnes pratiques que j'évoquais tout à l'heure. Après, en termes d'action, là, on a fait le choix, côté Auchan, de créer différents groupes de travail sur différents sujets. Donc, l'un sur la politique handicap, puisque il y avait plutôt un retard au niveau de la direction digitale sur ce sujet-là par rapport au reste de l'entreprise. Donc, on s'est intéressé au sujet avec la direction des ressources humaines et nous avons dans ce cadre référencé notamment des entreprises du secteur adapté pour spécialisées dans l'IT, pour les intégrer dans nos référencements. On a également lancé un chantier sur les achats responsables, donc pour challenger effectivement l'achat de neuf avec la location, le reconditionné et ouvrir le sujet également du BIED. On avait également un chantier sur l'éco-conception et là, l'idée, c'était de
sensibiliser les chefs de projet très en amont des projets pour finalement développer des projets et des applications qui soient optimisés d'un point de vue, voilà, c'est l'idée d'être au plus proche du besoin avec les 3 U, hein, applications utiles, utilisées, utilisables, et Ouais. non plus déployer des applications qui font papa-maman ou qui répondront à des hypothétiques besoins dans X années. Non, là, maintenant, on développe par rapport aux besoins clairement exprimés. On peut Ouais. toujours redévelopper après, mais ne plus être à côté de la plaque en quelque sorte. Donc après, il y a un sujet également donc sur la mesure, hein, on en a parlé au début, mais il s'agit de mesurer et après d'écrire dans sa roadmap effectivement des mises à jour régulières de cette mesure, donc dans l'idéal tous les ans, et puis après sur les différentes entités, surtout si l'entreprise est présente à l'international, de pouvoir démultiplier cette démarche également dans les pays. Il y a un commentaire de Julie Marchou ici. Elle nous demande, en fait, voilà, c'est les sujets RSE qui l'intéressent. Ah oui. Est-ce que tu as mentionné tout à l'heure le MOOC vas-y, je vais te laisser le dire, c'est l'Institut. Je ne l'ai plus. Ah, l'Institut du numérique responsable. L'Institut du numérique responsable. Oui. Mais est-ce qu'il y a des formations que tu avais peut-être envisagées ou que tu as suivies dans le cadre de finalement ta reconversion vers ce métier-là? Alors, pas spécifique par rapport au numérique responsable, mais effectivement, j'avais repris un master 2 en management de la RSE à l'ESI à Paris. Voilà, mais c'était du coup une formation globale par rapport au management de la RSE. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ouais, Mais il en ouais, existe, c'est chouette. là, ça se développe pas mal, hein. Il y en a beaucoup d'autres sur Paris, maintenant sur Lille aussi, par exemple. Voilà, les formations RSE, et c'est tant mieux, se développent, ou alors sont intégrées dans des formation ingénieur ou école de commerce, plutôt sous forme de modules, mais c'est de plus en plus présent. Je pense que Romuald demande si le département RSE est missionnaire, c'est-à-dire que c'est un commanditaire qui a la même considération que les DRH au contrôle de gestion, ou est-ce que le RSE c'est plutôt consultatif, quoi. On met en place des KPI et ensuite, j'ai l'impression déjà dans la présentation que tu fais aujourd'hui, tu réponds à ça, c'est-à-dire que là ici, vous mettez en place un projet avec des KPI et vous avez des moyens à déployer, quoi. Alors, on a les moyens, ça nécessite beaucoup de moyens, surtout quand on démarre. Donc après, vraiment, il faut être, comment dire, bien au clair sur les enjeux et les priorités, et pouvoir adresser le sujet sur X années. Évidemment, en un an, on n'aura pas fait le tour de la question. Donc il y a des sponsors, il y a des contributeurs. Parce que forcément, vu que c'est un projet de changement, c'est les autres qui doivent changer. Ça nécessite des moyens, certes, mais les moyens sont pas. La finalité, c'est les autres. Le département RSE n'est pas une finalité en soi, ça. Oui, oui, tout à fait. Et alors, il est important pour que la mayonnaise prenne en quelque sorte, c'est de bien communiquer sur le projet en amont, sur les objectifs, sur les réussites et les réalisations au fur et à mesure, Ouais. d'une part, hein, donc avec une certaine régularité, et également animer la démarche et là capitaliser sur des événements. Il y a le World Cleanup Day, mais il y a sa déclinaison digitale qui est le Digital Cleanup Day qui a lieu au mois de mars. Hein, ça a eu lieu là, il y a peu de temps. Et ça permet d'organiser des challenges en interne, de communiquer sur l'importance de nettoyer voilà, ces données, sur l'importance également de prendre soin de ces équipements. Ouais. Et donc voilà, ça donne des temps forts et ça peut être un prétexte à une communication un petit peu différente. Et pour clôturer, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, pas de progrès sans mesure. Donc, il est important sur chacun des chantiers de mettre en place des indicateurs et des objectifs. Le premier, assez facile, ça peut être le taux de personnes sensibilisées au numérique responsable. Donc là, en l'occurrence, moi, j'avais suivi le taux de participants au MOOC, mais également le nombre de participants fresques du numérique que l'on a mis en place pour… Ouais, Julie posait justement la question. La fresque numérique du numérique responsable, Oui. Comment on y participe? Parce que là, du coup, vous en avez organisé une en interne. Oui. Mais il y en Alors, a j'ai aussi fait appel à à un fresqueur, une fresqueuse pour le coup, du numérique qui est intervenu, qui en a fait 3, et donc on a formé une petite cinquantaine de responsables informatiques. Alors, si on peut déployer plus largement, c'est toujours mieux, mais c'est un peu plus long, donc ça mobilise quand même du temps. Mais
voilà, le mix MOOC vulgarisé, 30 minutes plus des éléments de contexte. Voilà, c'était 1 heure pour un très grand nombre de personnes. Et après, la fresque du numérique, là, c'est tout de suite 3 heures, 3 heures, 3 heures et demie Ouais. pour un nombre de personnes qui avaient été voilà, sélectionnées, notamment au niveau des patrons de direction. Ce qui coûte le plus cher sur ce type d'événement, c'est plus le temps des collaborateurs mobilisés que Oui, les ressources pour bien sûr. l'animation. Oui, oui, oui. Le temps, et puis aujourd'hui, voilà, alors les formations RSE sont nombreuses, et la fresque du climat qui est aussi un sujet qui est largement déployé dans les différentes entreprises. Donc tout ça mis bout à bout, il faut d'une part de la cohérence, et puis après, voilà, évaluer le temps passé sur chacune des formations. Voilà, donc on ne peut pas toujours en rajouter, mais Ouais. Bah, après, du coup, effectivement, Julie, je pense que la question de Julie était plus à titre personnel. C'est vrai que des fresques du climat, il y en a beaucoup qui sont oui. citoyennes et ouvertes. Et les fresques du numérique, c'est moins courant, mais je suis sûr qu'il y en a déjà eu à Euratechnologie qui étaient ouvertes, quoi. Donc, Oui, oui, je pense que c'est pas évidemment pas réservé aux professionnels, hein. Oui, oui, ça mais doit être effectivement, accessible. ça vaut le coup de mentionner qu'il y en a des citoyennes qu'on peut rejoindre. Oui. J'ai pas de réponse à Julie. Comment on fait pour les trouver? Je ne sais pas. Il doit y avoir. En fait, je pense que le mieux, Oui, alors c'est de je trouver pourrais un regarder a fresqueur ou une posteriori, fresqueuse. mais la personne qui est intervenue chez nous est un membre actif de la fresque, et du coup doit avoir la réponse à la question si toutefois elle n'était pas présente. C'est ça, en fait. Mais du coup, la réponse, Anne, c'est ça, Julie. Il faut que tu identifies des fresqueurs ou des fresqueuses. Là, est-ce que tu peux aussi mentionner la personne avec la fresqueuse avec laquelle tu as travaillé? Peut-être qu'on peut essayer de Oui, la c'est retrouver sur Jessica LinkedIn. Dourcy. Jessica Dourcy. On va la mentionner. Voilà, c'est gentil, Voilà. merci. Et ben, le mieux, c'est probablement de la suivre et de la Oui, retrouver. Alors, Dourcy Y. Je l'ai trouvé. Dourcy. Ouais, je l'ai trouvé. On va la mentionner et comme ça, vous pourrez aller la suivre. On vous invitera à la suivre sur LinkedIn. Tac. J'ai plein d'amis en commun avec Jessica. Elle a l'air trop chouette. Donc, je reviens sur les KPI. Donc, c'est important d'en Ouais. avoir des indicateurs au plus proche des métiers de chacun. Donc, par exemple, côté direction achat, ce sera le taux d'achat de reconditionné ou la durée de vie des équipements, et surtout de regarder ces indicateurs en évolution et de se fixer des objectifs à 6 mois, 1 an, et de valoriser les progressions. Alors, les progressions, et de pouvoir quantifier les gains d'émissions de CO2, par exemple, sur chacune des actions lorsque c'est possible. Ça, c'est très, très important pour se Mhm. voir avancer. Sinon, comme tous ces sujets-là, voilà, on est motivé au début, puis après, si on ne voit pas les résultats, c'est plus compliqué. Ça me paraît cohérent. Tout à l'heure, tu mentionnais les personnes clés à impliquer. On parlait du fait Oui, qu'effectivement, c'est un agent de changement. C'est le sujet de la slide d'après. Finalement, là, est-ce qu'il y a des... Parce que la RSE, vous avez vos propres sponsors, mais il y a effectivement peut-être des sponsors et des personnes clés à embarquer dans le projet. C'est quoi ton oui. retour d'expérience sur le sujet? Alors, c'est vrai que la gouvernance du numérique responsable, alors selon les entreprises, elle peut être placée à différents niveaux. Voilà, Auchan a fait le choix de le placer côté DSI. Pour autant, bien sûr, la direction RSE était parfaitement informée. Je l'ai tenue au courant voilà, du déroulement, et on s'est calé sur voilà, la cohérence du plan d'action par rapport au plan d'action global. Donc, on était bien contributeur à une politique RSE globale, d'une part. Et pour autant, ça n'est pas un sujet réservé qu'à la DSI. Alors certes, il y a des Ouais. sujets spécifiques, hein, ceux qui gèrent les data centers, ceux qui gèrent les relations avec les cloud providers, la gestion des imprimantes, le cycle de vie des achats, Ouais. etc., des achats produits IT. Donc là, c'est des dossiers, des objectifs spécifiques. Pour autant, au niveau de l'usage des outils numériques, là, c'est tous les collaborateurs qui sont concernés. Et après, il y a des directions spécifiques, donc la direction des achats, par exemple, qui a largement contribué pour, alors qui avait déjà mis en place des évaluations RSE dans les appels d'offres, mais là, on les a travaillées de manière très spécifique sur les achats IT, avec des critères du coup adaptés pour une meilleure évaluation et une meilleure éco-sélection. On a également travaillé en étroite collaboration avec la DRH, alors d'une part pour mettre en place ce plan de sensibilisation formation en adéquation avec les autres plans de formation. On a également réfléchi avec les ressources humaines sur la politique de dotation
par rapport au reconditionné, au BIOD, de se dire, voilà, si on doit faire évoluer demain, au-delà des problématiques de sécurité, comment on le valorise? Est-ce qu'on laisse le choix? Est-ce qu'on indemnise les collaborateurs qui accéderaient, par exemple, à du reconditionné versus du neuf? Alors, rien n'a été tranché à ce stade, mais l'idée, c'était de se questionner sur ces différentes options suite à une veille qui a pu être faite sur d'autres pratiques dans d'autres entreprises pour faire avancer le sujet. Ce qu'on retient vraiment, c'est beaucoup plus dur si ça vient de la direction et qu'ensuite on doit essayer de convaincre les collaborateurs un par un. Je comprends que ton approche, ta stratégie, ça vient du changement. Le changement, il vient de chacun. Et c'est bien si c'est plus une approche bottom-up. Je retiens aussi dans ton témoignage que dans la fresque du climat ou ces actions de sensibilisation, si tu avais pu, si tu avais eu les moyens, tu aurais fait participer tout le monde, finalement, tous les À la fresque du numérique, tu veux dire, Damien, oui. Ouais, la fresque du numérique. Oui, tout à fait. Mais voilà, la fresque du climat, pour le coup, est portée par la direction RSE et proposée à la quasi-intégralité des collaborateurs. Mais c'est pour avoir une vision globale, une bonne compréhension de la problématique au global. Après, la fresque du numérique, alors c'est toujours intéressant pour tout le monde, mais ça faisait plus sens de le dédier à un certain public de la direction IT dans un premier temps. En fait, la fresque du numérique, c'est... Au final, en fait, on utilise tous un ordinateur, tu vois. Donc, oui. Est-ce que la direction du numérique a plus d'impact en termes d'IT, comment j'allais dire, d'impact carbone IT, quoi? Ouais, si, j'imagine que si, quand même. Ah bah oui, forcément, parce que alors c'est elle qui porte, en tout cas dans son périmètre, l'achat des logiciels, l'achat du hardware, les data centers, etc. Donc forcément oui. Après, au niveau des usages stricts, peut-être qu'il y a un peu plus de consommation, mais bon, je pense que le sujet n'est pas là. Parce que en fait, je me rends pas compte du coup quand tu fais le bilan carbone. Quand tu fais le bilan carbone IT de la structure, est-ce que le matériel des collaborateurs au quotidien, il rend complètement négligeable le coût en CO2 des applications et des logiciels, des systèmes informatiques de l'entreprise ou pas? Alors, en moyenne, toute entreprise confondue, effectivement, le sujet majeur est lié aux équipements. Alors, c'est pour ça que c'était d'autant plus intéressant d'avoir fait le bilan carbone chez Auchan, puisqu'on a eu une distribution finalement différente, alors qui s'explique par un taux d'externe qui est peut-être supérieur, par le fait qu'il n'y a pas une politique de double écran à Auchan, et ça c'est plutôt bien, donc pas de suréquipement. Par rapport au fait aussi qu'on était déjà sur une durée de vie, en tout cas des PC, plutôt plus longue. Et donc finalement, le premier poste n'était pas celui-là, alors que c'est celui que l'on observe généralement dans la majorité des entreprises. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, mais je redis du coup l'importance de faire ce bilan carbone pour identifier les ordres de grandeur de chaque sujet contributeur. C'est intéressant comme axe. Il y a un axe aussi sur lequel on est passé assez vite. Et tu l'as mentionné. Moi, en tant que développeur, ça m'a étonné. C'est vrai que l'accessibilité dans les applications grand public, surtout quand on travaille dans le retail, on pense à l'accessibilité de nos applications pour les clients. Ça a un impact sur le chiffre d'affaires et les clients, ils vont râler publiquement si l'application n'est pas accessible. C'est vrai que j'avais jamais pensé aux applications back-office, aux applications internes des collaborateurs qu'elles devraient être accessibles aussi, quoi. C'est un sujet effectivement sur lequel tu sensibilises quand tu mets ton action. C'est capital. Enfin, je veux dire, la politique d'inclusion, c'est pour aider aussi nos clients, bien sûr, mais également nos collaborateurs en interne pour pouvoir travailler de la même façon que tout le monde, donc rendre accessible aussi ces outils internes. Je sais pas, je me demande si, tu vois, quand on travaille en centre de service, moi j'ai pu travailler dans des centres de service externalisés où au final on est 5-10 développeurs dans une pièce et on développe une application qui est utilisée par les collaborateurs d'une grande boîte. En fait, on ne se rend pas compte parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont concernées par l'accessibilité dans la pièce.
Et en fait, on se rend pas compte que dans les utilisateurs finaux, parce que c'est un grand groupe, parce que c'est une entreprise, de manière générale, il y a 14% des Français qui sont affectés par une forme de handicap. Donc, dès qu'il y a plus de 10 personnes, 10 utilisateurs, il y en a forcément une personne qui a une déficience, quoi. Et les déficiences sensorielles, en particulier, qui s'appliquent au numérique, sont les plus courantes, quoi. Ouais, en vrai, j'ai l'impression que quand on est enfermé sur ce plateau-là, on n'a pas forcément assez de contact avec les utilisateurs finaux pour avoir cette empathie et penser à l'accessibilité à ce moment-là, quoi. Alors que Oui, l'idée, d'ailleurs, il y a une entreprise qui avait témoigné, qui intégrait justement une personne en situation de handicap dans l'évaluation et dans la conception des outils pour checker à chaque étape qu'effectivement c'était accessible. Parce qu'il y a respecté les règles écrites dans un référentiel, et puis il y a checké en live que ça fonctionne. Évidemment, c'est des testeurs, mais de les impliquer tout au long de la démarche, c'est plutôt mieux. Et puis même en action de sensibilisation, hein, moi je me rappelle que chez Ecomobile, l'entreprise avait fait venir effectivement un consultant qui avait une déficience visuelle et qui nous avait montré comment il utilisait son téléphone, puis il avait montré les applications qu'il utilise au quotidien, comment elles marchent, et après il avait ouvert les nôtres. Et on s'est rendu compte que comme on ne faisait pas attention, on faisait pire que mieux, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait du coup, tu sais, le voice-over, il lit tout ce qu'il peut lire, et nous on mettait n'importe quoi dans ces champs-là parce qu'on l'utilisait pour nous et pas pour l'utilisateur. Oui, je pense qu'on a vécu la même expérience, mais effectivement, du coup, il faut être au plus proche du besoin et vérifier que ça fonctionne. On peut vite commettre des impairs. Et en tout cas, c'est du boulot. Hein. Et c'est vrai que ça, encore une fois, en vrai, à l'école, on aurait pu le faire d'avoir un consultant qui est déficient visuel et qui vient nous montrer comment on utilise nos applications. Ça n'aurait pas été impertinent de le faire à l'école, quoi. En tout cas, c'est cool. Mais en vrai, on a encore... j'ai l'impression que le sujet, on en parle depuis 5 ou 6 ans et j'ai encore appris des choses où j'ai encore découvert des sujets que je ne pensais pas aujourd'hui avec toi. Donc, super cool. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi, Damien. Merci, Cassandra, pour l'invitation. Et merci encore aux personnes dans l'audience. Alors, effectivement, je vois qu'il y avait un décalage entre... j'ai vu au milieu du webinaire qu'il y avait un décalage entre vos attentes sur le sujet. Est-ce que les questions que vous auriez voulu qu'on aborde, est-ce qu'on avait prévu donc, en vrai, merci beaucoup aux personnes qui ont pris le temps de poser les questions, même si elles ne rentraient pas dans le fil. Parce que je suis content si on a réussi à adapter l'émission pour vous répondre aux questions. Si on l'a fait en direct, c'est aussi pour faire une émission qui répond aux questions, qui répond aux besoins. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont participé, posé des questions. Voilà, il y a Julie, il y a Nicolas, il y a Vincent qui te dit merci, et Anne. Du coup, merci à vous d'avoir participé. Il faut vous abonner à la page d'InSitu pour avoir les prochains webinars. Alors, si vous êtes indépendant, le prochain webinar qui aura lieu, on va parler du financement immobilier quand on est indépendant. J'ai déjà rencontré l'expert pour préparer son interview. Hein, c'est un courtier qui est spécialisé dans l'accompagnement des freelances et qui a travaillé dans l'IT pendant 10 ans. Hein. C'était un collaborateur de Sopra pendant 10 ans, donc vous l'avez peut-être déjà rencontré. Et je ne vais pas vous faire du teasing, mais moi, il m'a étonné. Il m'a dit que c'était pas aussi facile. On peut penser qu'en portage salarial, c'est plus facile d'emprunter de l'argent pour acheter sa maison que quand on est sur une SAS. Eh bien, c'est faux. Voilà, je fais du teasing. Venez voir le webinaire pour savoir pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça. Encore merci beaucoup, Anne. C'était cool. Merci, Damien. Une bonne journée à tous. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Il y avait quelque chose que je t'ai pas laissé la place de dire. Tu veux profiter de l'instant pour le dire? Surtout de ne pas frustrer les initiatives existantes, quand bien même ce ne seraient pas les plus impactantes, les plus vertueuses. C'est important de valoriser ce qui est fait et de réorienter et d'expliquer pour éventuellement travailler différemment et les sujets plus impactants. Mais il faut embarquer tout le monde et pas frustrer. Toutes les initiatives sont bonnes. Oui. C'est vrai. C'est vrai que en plus, on peut perdre beaucoup de temps à faire la police, à savoir quelles sont les initiatives les moins bonnes et les meilleures. Au final, c'est vrai que l'intention, c'est déjà vachement bien aujourd'hui, quoi. C'est déjà aller dans le bon sens. Voilà, et l'action surtout. Ok, cool. Merci beaucoup, Anne. À bientôt. Au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir à tous. Hop.